Salut et bienvenue à tous dans mon premier update lecture sur mes premières lectures de 2018. On va donc commencer directement avec le Lys Noir écrit par Laurent Larzan et publié aux éditions Nemos dans la collection Naos. Alors ce livre je l'ai découvert lorsque j'ai été au salon de Montreuil. Je suis passée aux éditions Nemos dans le but totalement avoué de me procurer le tome 2 des Sœurs Carmine, mais à côté il y avait ce magnifique roman avec cette magnifique couverture, ce superbe titre et ça m'a donné envie. Et lorsque j'ai retourné le livre pour lire la 4e de couverture, je n'ai pas hésité, je suis revenue dès que l'auteur était en dédicace. Oui, ici vous êtes dans un mélange de romans fantastiques et de cap et d'épée. Alors par contre ici le monde il se situe dans un monde de fantasy, finalement ce n'est pas vraiment du fantastique, plus de la fantasy, dans le sens où le lieu est totalement fictif. Contrairement aux autres romans de cap et d'épée qu'on peut souvent voir, vous n'allez pas vous retrouver dans la France sous Louis XIII, etc. Et comme vous pouvez le retrouver avec le roman de Pierre Pével, ici cela n'a rien à voir, même dans l'intrigue ça n'a rien à voir, ni dans l'écriture, puisque vous êtes dans un roman résolument young adulte. Donc, pour revenir à nos moutons, nous sommes dans un univers de fantasy, mais c'est vrai, dans un monde qui s'inspire quand même plus ou moins bien d'une autre. Rendez-vous donc à Bayance où l'empereur n'est qu'une marionnette bien plus intéressée par les femmes et la drogue que par la gouvernance de son pays. Quant à son fils, le dauphin, eh bien, il semblerait bien qu'il suive les mêmes traces que son père. Du coup, c'est une tierce personne, le marquis de Monzac, qui va tirer les ficelles et faire subir une terrible oppression à son peuple. D'autant que ses plans pour affermir son pouvoir ne sont guère rassurants. Oui, parce qu'il se base quand même sur des massacres et de la magie noire, quoi. C'est donc dans ce contexte qu'opère le Lys Noir, une organisation secrète qui a pour but la justice, qui est composée donc de Faustine, une jeune fille excellente fine lame, d'Ézéchiel, un savant fou qui n'est pas si fou, ainsi que de Giuseppe qui est le maître d'armes et le père adoptif finalement de Faustine. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, même si elle nous présente une base assez classique du genre, c'est-à-dire des méchants qui oppressent le peuple d'un côté et des justiciers masqués de l'autre qui vont essayer de sauver le peuple. L'auteur sort quand même des sentiers battus en mélangeant du fantastique, des démons avec de la cape et d'épée, c'est assez original et du coup c'est assez plaisant. Sans compter qu'ici vous avez quand même des retournements de situation auxquels on ne s'attend pas et donc ça amène de la surprise pendant la lecture. Il y a notamment un moment où je suis restée mais vraiment ébahie en me disant mais quoi, mais quoi et voilà, c'est vrai qu'il arrive quand même à vous offrir quelques retournements de situation qui pimentent sacrément bien l'intrigue. Déjà que le roman est bourré d'action et qu'il est hyper dynamique avec ses retournements de situation en plus, franchement j'avoue c'est un roman que j'avais beaucoup de mal à lâcher et que j'ai lu très tard dans la nuit, dès que je pouvais je l'embarquais, je le lisais, même quitte à lire une ou deux pages. J'avais beaucoup de mal à sortir de cet univers. Alors moi personnellement j'adore les atmosphères de cap et d'épée, c'est vraiment des atmosphères que j'adore, donc évidemment ça m'a beaucoup plu, mais dans l'ensemble c'est un univers qui est extrêmement prenant. Et comme cet auteur fait partie de la série des auteurs sadiques, il ne s'est pas arrêté dans son sadisme à juste ce retournement de situation, et il nous a offert une fin horrible, mais alors horrible, je peux vous garantir que je m'attendais à tout sauf à ça, et je suis restée là, mais quand est-ce que sort le tome 2 ? Parce que vous avez beau chercher, vous avez beau regarder partout, non, il n'y a plus de paragraphes, vous avez vraiment fini, il va falloir attendre, et je peux vous jurer que l'attente va être extrêmement longue. Je ne sais pas du tout sur quoi du coup va se baser le tome 2, sur quoi on va partir, mais sincèrement je pense que je vais encore être surprise, et ça tombe bien parce que j'adore ça. Et puis quand même, je tiens à vous parler d'Ézéchiel, notre inventeur de génie. Je dirais que c'est un petit peu le mec de James Bond, la Q, qui faisait toutes les inventions pour James Bond. Bah, c'est un peu ça, mais à la sauce Léonard de Vinci, puisque Ézéchiel se fait un plaisir d'inventer des trucs complètement dingues pour Faustine. Et ce que j'adore, c'est que l'auteur crédibilise vachement ses inventions en vous offrant des schémas, puisqu'il est aussi illustrateur, des schémas de toutes les inventions avec des annotations partout, enfin ça donne vachement de réalisme à l'histoire, moi j'ai totalement adoré, et autant vous dire que Faustine se fait un plaisir de tout tester. Ézéchiel c'est peut-être le personnage le plus drôle dans le sens où c'est le moins typique. Faustine, je l'ai adorée, mais c'est l'héroïne par excellence, elle a une bonté d'âme à toute épreuve, elle est hyper courageuse, tout ce que je voulais, mais je l'ai adorée, c'est pas le problème. Mais Ézéchiel, il a ce petit grain de folie en plus qui fait qu'il est particulièrement attachant. Après, il faut noter que Giuseppe, Ézéchiel et Faustine forment un super trio, un superbe ensemble, et que c'est vraiment sympa de les voir évoluer tous les trois. Du coup, je suis vraiment ravie de vous en parler ici parce que c'est un roman dont j'ai
pas entendu parler en fait jusqu'à maintenant, et je trouve ça dommage parce que je trouve qu'il mérite vraiment d'être découvert. Donc si vous aimez les univers fantastiques, comme je vous l'ai dit, je vous ai pas compté le pitch en complet, mais vous avez ici des démons quand même. Mais honnêtement, si vous aimez les atmosphères de KPDP, vous aimez les romans young adultes, que vous aimez les romans aussi qui sont bourrés d'humour parce que c'est très drôle, sincèrement n'hésitez pas à vous plonger dedans. C'est un livre qui mérite vraiment d'être découvert. En tout cas, personnellement, j'attends la suite avec grande impatience. Ensuite, je vais totalement changer de genre puisque je voudrais vous parler de La Nuit des Cannibales, écrit par Gabriel Katz et paru aux éditions Pygmalion. Donc Gabriel Katz, je n'ai pas encore découvert cet auteur. Shame on me, je sais, je n'ai pas encore découvert ces sagas de fantasy, mais ça ne saurait tarder, je vous le promets, et c'est donc avec La Nuit des Cannibales que j'ai appris à faire connaissance avec sa plume. Et quelle connaissance, parce que je dois vous dire sincèrement, mais quelle plume, c'est assez extraordinaire. Ici, nous sommes dans quelque chose de particulièrement cynique, il faut quand même le noter, et Gabriel Katz n'y va vraiment pas avec le dos de la cuillère, et franchement, mais je me suis marrée du début à la fin, j'ai pris un plaisir extrême à lire ce livre, c'était un truc de malade. Ce livre, c'est l'histoire de Maxime de Retz. Maxime de Retz qui a 43 ans et qui est un homme à qui la vie sourit plutôt très bien. À la tête d'une agence de mannequins, belle gueule, belle bagnole, belle femme, bref, il est un petit peu tout ce qu'il souhaite. Le tout matiné d'une touche d'estime de soi non négligeable quand même. Puis va arriver un matin comme les autres. Un réveil plutôt troublé, un réveil plutôt troublant, surtout lorsque vous vous rendez compte que vous n'êtes pas vraiment dans votre chambre et que vous ne savez pas du tout où vous êtes. Mais qu'est-ce qu'il fout là dans cette chambre qui pue le poney ? Rectification, c'est plutôt lui qui pue le poney. Grand moment d'angoisse, petit moment de panique, on court à la salle de bain pour se regarder droit dans les yeux, sauf que les yeux c'est plus les siens puisque Maxime a été transféré dans le corps d'un ado boutonneux. Et voilà donc notre Maxime qui maintenant est appelé Aubert par ses parents qui ne sont pas ses parents, à la recherche du pourquoi et du comment. Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Et surtout, autre question, pourquoi cherche-t-on à le tuer? Vous l'aurez compris, le pitch est vraiment original et va nous emmener en terre inconnue. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi La Nuit des Cannibales? Eh bien non, vous n'allez pas rencontrer de vrais cannibales, personne ne mange d'autres personnes ici, mais il y a pourtant une explication et je vous laisse donc la découvrir. C'est direct, c'est franc, c'est caustique à souhait et mon Dieu, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Donc ici, le début du roman va plutôt s'attacher à nous montrer la nouvelle vie de Maxime Aubert, finalement, qui va se retrouver parachuté au lycée alors qu'en réalité, il a 43 ans. J'ai adoré ce décalage qui permet finalement à l'auteur d'apporter une vision critique, mais surtout caustique de la société. Alors autant le dire, cette première partie, qui doit concerner environ les 150 premières pages, est d'un humour totalement hallucinant. Je me suis marrée toute seule devant ce cynisme affiché et assumé de l'auteur. Chaque petit détail devient un paragraphe entier, c'est à mourir de rire et sincèrement c'était assez génial. C'est génial parce que c'est à la fois très drôle et à la fois très satirique et on s'ennuie pas, il n'y a pas de temps mort, enfin bon voilà, et franchement mais cet humour quoi, cette plume, assez exceptionnelle. Mais bon, bien vite les cadavres vont commencer à s'amonceler autour de notre Maxime Aubert et donc eh bien l'humour va devoir laisser un petit peu la place à un mode de pensée beaucoup plus primaire, celui de la survie. Et nous voilà donc partis pour le reste de l'histoire jusqu'à une fin, mais qui m'a fait exploser de rire. Honnêtement, j'espérais que ce serait cette fin-là. Je ne savais pas s'il allait la faire, mais il ne pouvait pas mieux trouver. Elle est exceptionnelle et surtout, c'est une fin qui est amplement méritée. Non, parce qu'il faut quand même le dire, ce personnage est tout de même un brin arrogant. Donc bon, des fois, quand vous savez qu'en cours de route, il en chie un petit peu, ça vous fait bien plaisir quand même. Du coup, voilà, je me suis pas plainte du tout de la conclusion, ni de la mélasse dans laquelle il s'est fichu au cours de ses aventures et surtout de ses mésaventures. Bon, en même temps, il faut dire que l'auteur n'y va pas non plus de main morte dans la deuxième partie du roman, puisque notre Maxime Aubert Hugo, bah j'y peux rien, il change toujours de nom, il va évoluer dans sa tête pour des raisons qui sont tout à fait expliquées, mais que je ne vous expliquerai pas. Mais bref, tous ces changements vont faire évoluer notre héros et peut-être pas forcément dans le bon sens, en tout cas pas dans le sens où nous, lecteurs, on va s'attacher à lui encore un petit peu plus, bien au contraire. Je dirais même que plus le temps passe, plus Maxime devient l'anti-héros par excellence, voire même ce genre de personnage que j'adore détester. D'ailleurs, je pense que certains pourront peut-être être un petit peu gênés par cette évolution assez spéciale du personnage. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, mais moi personnellement, j'ai vraiment adoré, ça m'a encore un point qui m'a fait mourir de rire finalement. Parce que,
En général, on a toujours tendance à avoir l'impression que les auteurs sont attachés à leur personnage principal, même si les plus sadiques d'entre eux n'hésitent pas à les faire souffrir, ils ont quand même en général souvent un paquet de qualités, mais là je dois vous avouer que les qualités de Maxime se comptent sur les doigts de la main. Bref, ce livre est complètement barré, un poil cynique, et on a un auteur ici qui s'amuse à mettre son lecteur mal à l'aise en le poussant dans des directions totalement inhabituelles. Enfin, pour terminer cette update lecture, je voudrais vous présenter le tome 1 de Givre, écrit par Jean Vigne et paru aux éditions du Petit Caveau. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je viens de vous faire un update lecture 100% auteur francophone, et qu'en plus, si je me trompe pas, pour l'instant, j'ai lu que des auteurs français sur ce mois de janvier 2018. Ça, c'est cool. Bref, dans Givre, nous rencontrons Ange Bernier, capitaine de police au 36 quai des Orfèvres. Assez badass et n'ayant pas vraiment la tête de l'emploi, avec sa coupe de cheveux asymétrique et son franc-parler, Ange a surtout le défaut d'être une femme et pour cela, elle n'est pas réellement aimée de ses collègues. Dans tous les cas, un jour, elle se voit confier une mission dont personne ne veut réellement. Une enquête qui va amener la capitaine dans une horreur à laquelle elle ne s'attendait pas et où elle aura bien du mal d'ailleurs à accepter la vérité. En effet, les cadavres s'amoncellent, les meurtres sont plus sanglants que jamais et les témoins parlent de monstres. En tout cas, Ange va bien vite découvrir la vérité. Givre, c'est une série qui est bien loin de l'autre série de Jean Vigne que j'ai lue et qui s'appelle Nea Chronicle, mais elle a un point commun, son héroïne qui est totalement badass. Oui, cette héroïne a un caractère bien trempé et je dois l'avouer, la sauce a encore marché avec moi parce que une fois encore, c'est une héroïne que j'ai totalement adoré. Ensuite, ce roman est assez court, donc il faut le noter, les autres personnages ne sont peut-être pas tout à fait aussi fouillés qu'elle, sauf peut-être son camarade Valentin qui est flic comme elle, ainsi que le personnage de Auguste, un genre de dandy mystérieux que en tout cas moi j'ai vraiment apprécié. Mais si les personnages ne sont pas spécifiquement fouillés, il faut savoir que l'intrigue, elle l'est, et que l'action est omniprésente du début à la fin, et c'est donc sur un rythme pour le moins haletant que vous allez poursuivre cette enquête avec Ange. En même temps, pour ce qui est du rythme, il faut quand même savoir que le premier cadavre arrive à la page 3 et que les macabées vont s'empiler jusqu'à la toute dernière page. Donc évidemment, ça aide quand même à avoir un certain dynamisme, surtout que Jean Vigne ne prend absolument pas de gants dans ses descriptions, ce qui vous rajoute quand même un certain réalisme à l'histoire. Et puis alors, de ce point de vue-là, j'aime autant vous dire que ça commence dès le début, dans les catacombes de Paris, mais alors dès le début, vous savez directement dans quoi vous vous embarquez. Si vous aimez pas la page 3, honnêtement, je pense que vous aimerez pas les autres. Bref, en résumé, ici, nous avons une histoire qui mêle créatures fantastiques et sanguinaires avec une enquête dans les sous-sols de Paris. Si je devais apporter un petit bémol, c'est peut-être dans le sens où certains personnages sont assez manichéens, pas tous parce que j'ai trouvé que finalement Ange était assez nuancée, elle a pas un caractère facile, donc c'est pas non plus l'héroïne par excellence. En revanche, nous avons ici un méchant entre guillemets, le personnage de Kérael, qui lui est vraiment manichéen et que je dirais qu'il a peut-être un peu trop classique du genre, un peu trop spécifique du personnage méchant et que j'aurais peut-être aimé un peu plus complexe. Voilà, d'un autre côté, nous sommes dans un tome ici qui est introductif, qui va vous expliquer comment la nouvelle brigade d'Ange, qui s'appelle donc Givre, comme le titre du roman, va s'instaurer, et au final, l'enquête que mène Ange, la première enquête d'Ange, ne va pas prendre tout le roman, on laisse une part d'importance qui est certaine à tout ce qui se passe autour, et notamment à la découverte en soi de l'univers. En tout cas, maintenant que leur équipe est rodée, j'ai vraiment hâte d'aller les voir se foutre dans les ennuis jusqu'au cou, et donc je sais que le tome 2 sort bientôt et je me le procurerai sans trop tarder. Bref, ici c'est un thriller fantastique qui est quand même assez sombre, qui ne prend pas de gants avec les descriptions ni avec ses personnages, mais si vous aimez ce genre de roman et que vous aimez la plume de Jean Vigne, sincèrement penchez-vous dessus parce que ça vaut franchement le détour. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce premier update lecture. Je vous ai donc présenté mes 3 premières lectures de cette année 2018, et je trouve qu'elle démarre aussi plutôt bien. En attendant à tous, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée et de très bonnes lectures.